Le 20 septembre 1942, station aéronavale de North Island, San Diego, Californie. Le capitaine de corvette Eddie Sanders agrippa le manche à balai d'un avion qui ne devrait pas exister entre des mains américaines. Ses paumes se transpiraient malgré l'air frais du matin qui roulait depuis le Pacifique. Le tableau de bord devant lui affichait des caractères en japonais, les commandes semblaient étrangères. L'ensemble du cockpit sentait l'huile et des matériaux inconnus. Au-delà du pare-brise, des gardes armés entouraient le hangar, leurs ordres clairs depuis l'arrivée de la précieuse cargaison 3 semaines plus tôt. C'était l'avion le plus précieux au monde, et Sanders était sur le point de devenir le premier Américain à le piloter. Il relâcha les freins et le chasseur Mitsubishi A6M2 modèle 2110 roula vers l'avant, son moteur ronronnant avec une douceur surprenante. En quelques minutes, ce seul vol d'essai exposerait des faiblesses qui transformeraient les tactiques de combat américaines et condamneraient la suprématie aérienne du Japon. Les secrets enfermés à l'intérieur de cette machine capturée aideraient à créer une arme qui abattrait plus de 5000 avions ennemis et renverserait le cours de la guerre du Pacifique. La transformation avait commencé, non pas avec ce vol, mais 5 mois plus tôt sur une île trempée de pluie dans les Aléoutiennes, où un jeune pilote japonais effectua son dernier atterrissage, le 4 juin 1942. Le même jour, 300 miles à l'est, des bombardiers en piqué américains détruisaient 4 porte-avions japonais lors de la bataille de Midway, changeant à jamais le cours de la guerre du Pacifique. Mais dans les îles aléoutiennes de l'Alaska, un drame plus modeste se déroulait qui s'avérerait tout aussi transformateur. Le quartier-maître aviateur de première classe, Tadayoshi Koga, âgé de 19 ans, lança son chasseur Zero depuis le porte-avions Ryujo, dans le cadre d'une frappe de diversion contre la base américaine de Dutch Harbor. La mission matinale se déroula selon le plan. Initialement, Koga et ses ailiers, le premier maître Makoto Ando et le quartier-maître Tsugo Shikada, attaquèrent Dutch Harbor avec un effet dévastateur, abattant un bombardier de patrouille, PB Wixie Catalina américain et mitraillant les survivants dans l'eau. Le Zéro se comporta exactement comme prévu, plus rapide et plus maniable que tout ce que les Américains pouvaient déployer. Puis une seule balle changea tout. Le tir au sol depuis Dutch Harbor, probablement d'une mitrailleuse de calibre 50, frappa l'avion de Koga sectionnant la conduite de retour d'huile. Dans un moteur dépendant d'une lubrification précise, c'était une condamnation à mort. L'huile commença à jaillir de la conduite endommagée et Koga savait qu'il avait peut-être 15 minutes avant que le moteur ne se grippe complètement. Il signala par radio à son commandant de vol les dégâts et se tourna vers l'île d'Akutan, 25 miles à l'est de Dutch Harbor, désignée par les planificateurs japonais comme site d'atterrissage d'urgence. Un sous-marin attendait au large pour secourir les pilotes abattus. Alors que Koga approchait de l'île d'Akutan, il repéra ce qui semblait être un terrain d'atterrissage d'urgence parfait, une longue étendue de prairies plates, à un demi-mile à l'intérieur des terres depuis Broad Bight. Son ailier tournait au-dessus, tandis que Koga effectuait son approche, train d'atterrissage sorti pour ce qui aurait dû être un atterrissage de routine roue-sortie. Shikada, volant au-dessus, remarqua soudain de l'eau scintillant entre les tiges d'herbe lors de son deuxième passage. Il réalisa avec horreur que le terrain était en réalité un marécage, l'herbe dissimulant de la boue jusqu'aux genoux et de l'eau stagnante. Il tenta de transmettre un avertissement par radio, mais c'était trop tard. Koga était déjà engagé dans son atterrissage. Les roues du Zéro touchèrent l'herbe à approximativement 80 miles par heure. Pendant un bref instant, l'atterrissage sembla réussi. Puis le train principal s'enfonça dans la boue molle sous la végétation, s'accrochant avec une force formidable. La physique prit le dessus. Le chasseur léger, sa queue se déplaçant encore à la vitesse d'atterrissage, se retourna complètement dans une violente roue. L'avion s'écrasa à l'envers dans le marécage avec un impact broyant les eaux. La force brisa instantanément le cou de Koga, le tuant avant qu'il ne puisse reprendre son souffle. Son corps resta suspendu par sa ceinture de sécurité dans le cockpit inversé, son pistolet de service et son sabre de samouraï toujours attaché à sa taille. Sa combinaison de vol toujours impeccable, à l'exception du bandage médical précis, enroulé autour de son torse suite à des blessures antérieures. Au-dessus, les ailiers de Koga faisaient face à une décision déchirante. Les ordres permanents exigeaient
qu'ils détruisent tout Zéro désactivé pour l'empêcher de tomber entre les mains ennemies. Ils tournèrent autour du site de l'accident plusieurs fois, mitrailleuses prêtes, cherchant tout signe que leur camarade avait survécu. L'avion semblait si intact, assis à l'envers dans le marais comme une tortue sur le dos, qu'il ne pouvait se résoudre à tirer. Peut-être Koga était-il vivant, piégé, attendant les secours. Ils ne pouvaient assassiner leur ami sur la possibilité qu'il puisse survivre. Après plusieurs autres passages, leur carburant s'épuisant, ils se tournèrent à contre-cœur vers l'ouest et retournèrent au Ryujo. Le sous-marin assigné au sauvetage des pilotes abattus fouilla les eaux autour d'Akutan pendant des heures avant que le destroyer américain USS Williamson ne le chasse. Le corps de Koga et son Zéro restèrent seuls dans la nature sauvage des Aléoutiennes, 5000 miles du Japon, attendant de trahir chaque secret de l'arme la plus redoutée de l'Empire. Pendant 5 semaines, le Zéro de Koga resta intact dans le marécage d'Akutan. Le site de l'accident se trouvait hors de vue des voies maritimes d'A-Standard et des routes de patrouille aériennes, caché dans une petite vallée qui recevait peut-être 6 jours de visibilité claire par mois à travers le brouillard perpétuel des Aléoutiennes. Les forces de porte-avions qui auraient pu rechercher Koga s'étaient déjà retirées vers l'ouest après la défaite catastrophique à Midway. Le sort du jeune pilote devint une autre statistique de perte dans une guerre qui tournait rapidement contre le Japon. Puis le 10 juillet 1942, un bombardier de patrouille P-B Catalina américain piloté par le lieutenant William Thies se perdit. La navigation dans les Aléoutiennes était traîtresse, avec des boussoles magnétiques peu fiables près du cercle arctique et des points de repère obscurcis par un brouillard quasi constant. Thies avait navigué à l'estime lorsqu'il repéra les îles Shumagin à travers une trouée dans les nuages. Reconnaissant sa position, il corrigea le cap vers Dutch Harbor, choisissant de voler directement au-dessus de l'île d'Akuta plutôt que de la contourner pour économiser du temps et du carburant. Le mécanicien Albert Kanak, servant comme chef d'équipage, jeta par hasard un coup d'œil en bas au moment précis. À travers une brèche temporaire dans le brouillard, il repéra une forme inhabituelle dans le marais en contrebas, quelque chose qui n'appartenait pas au paysage des Aléoutiennes. Les cercles rouges vifs sur les ailes étaient indéniables. Thies tourna autour du site plusieurs fois, notant soigneusement la position sur ses cartes. Le Zéro semblait remarquablement intact, un prix au-delà de l'imagination. Il retourna immédiatement à Dutch Harbor pour signaler la découverte. En quelques heures, une équipe de récupération atterrit près du site de l'accident. Ce qu'ils trouvèrent dépassa leurs espoirs les plus fous. Le Zéro avait atterri dans peut-être le seul endroit sur l'île d'Akutan où le marécage était suffisamment mou pour amortir l'impact, tout en étant suffisamment ferme pour empêcher l'avion de couler. Le marais avait agi comme un amortisseur géant, dissipant la force qui aurait brisé la cellule sur un sol solide. Mis à part un pare-brise écrasé, des extrémités d'hélice tordues, un train d'atterrissage cassé et des extrémités d'ailes endommagées, l'avion était fondamentalement intact. L'équipe de récupération retira soigneusement le corps de Koga du cockpit et l'enterra avec les honneurs militaires sur une colline surplombant le site de l'accident. Ils notèrent le bandage médical étendu autour de son torse, suggérant des blessures antérieures ou des mesures de précaution contre les manœuvres à forte accélération. Ses effets personnels, y compris son pistolet et son sabre, furent retirés comme matériel de renseignement. Puis commença la tâche difficile d'extraire un avion de chasse d'un marécage des Aléoutiennes. L'opération de récupération prit près de 3 semaines de travail éreintant dans certaines des conditions les plus inhospitalières sur Terre. Les travailleurs construisirent une route de fortune en utilisant des rondins et des planches, treuillant lentement le chasseur capturé sur un demi-mile de terrain traître jusqu'à Broadbight, où il put être chargé sur une barge. L'opération entière se déroula dans un froid humide perpétuel avec un équipement qui gelait ou rouillait pendant la nuit, mais le prix valait toutes les difficultés. Fin juillet, le Zéro avait été chargé à bord d'un cargo pour le transport vers les États-Unis. Le navire transportant l'avion capturé le plus important de l'histoire quitta les Aléoutiennes début août, naviguant vers le sud à travers des eaux qui quelques semaines plus tôt avaient été disputées par les flottes japonaises et américaines. Le Zéro capturé arriva à Seattle le 1er août 1942, transféré immédiatement sur une barge pour le voyage vers la station aéronavale de North Island près de San Diego.
L'avion atteignit San Diego à la mi-août, où il fut déchargé sous forte garde et déplacé vers un hangar sécurisé. Une protection de police militaire 24 heures sur 24 garantissait qu'aucun chasseur de souvenirs ne puisse endommager le prix inestimable. La nouvelle de la capture se répandit dans les cercles de l'aviation navale avec une excitation électrique. Pour la première fois depuis les débuts dévastateurs du Zéro à Pearl Harbor, les ingénieurs et pilotes américains auraient l'opportunité d'examiner le chasseur légendaire en détail. Le capitaine de vaisseau William Leonard, qui commanderait plus tard une division de porte-avions dans le Pacifique, l'appela un trésor qui déverrouilla tant de secrets à un moment où le besoin était si grand. Le lieutenant-colonel des Marines Kenneth Walsh, qui survivrait à la guerre en tant qu'as avec 21 victoires, déclarerait plus tard que savoir quoi faire avec un zéro à ses trousses, information qui provenait directement de l'étude de l'avion de Koga, lui sauva la vie plusieurs fois. La course était lancée pour restaurer le Zéro en état de vol aussi rapidement que possible. Chaque jour où l'avion restait au sol était un autre jour où les pilotes américains affrontaient un ennemi qu'ils ne comprenaient pas pleinement. L'équipe de restauration travailla jour et nuit, documentant soigneusement chaque détail de la construction de l'avion tout en réparant simultanément les dommages de l'accident. Le travail progressa avec une rapidité étonnante, motivé par l'urgence et la reconnaissance que cet avion unique pourrait détenir les clés pour gagner la guerre aérienne dans le Pacifique. La restauration révéla des aperçus immédiats de la philosophie de conception japonaise. Le Zéro était construit comme une montre de précision, nota un ingénieur, avec des rivets affleurant sur toute la cellule et des canons montés à fleur des surfaces d'ailes pour minimiser la traînée. Chaque composant était conçu pour un poids minimum et une efficacité maximale. Le tableau de bord affichait une simplicité remarquable, sans superfluité, pour distraire le pilote, juste des jauges essentielles disposées pour une lisibilité instantanée. Les panneaux d'inspection pouvaient être ouverts en appuyant simplement sur des endroits marqués avec un doigt, libérant des loquets internes. L'avion entier pouvait être démonté et remonté en utilisant un minimum d'outils, un avantage crucial pour la maintenance sur le terrain, sur des bases insulaires primitives. L'équipe découvrit que le Zéro pesait entre 5300 et 6165 livres entièrement chargés, selon les munitions, la charge de carburant et la configuration, environ 2000 livres de moins que le F-4F Wildcat américain. Cette économie de poids extraordinaire provenait de multiples sources. Le Zéro manquait de protection blindée pour le pilote, s'appuyant plutôt sur une maniabilité supérieure pour éviter d'être touché. Les réservoirs de carburant n'étaient pas auto-obturants, échangeant la sécurité contre un poids réduit et une capacité accrue. La cellule elle-même utilisait un minimum de matériaux structurels, juste assez de résistance pour les charges anticipées sans marge de sécurité. Le Zéro était fondamentalement une philosophie de conception différente des chasseurs américains. Là où les avions américains privilégiaient la protection du pilote et la robustesse structurelle, acceptant des pénalités de poids pour la survie, le Zéro sacrifiait la protection pour la performance. C'était un chasseur conçu pour gagner grâce à une agilité supérieure plutôt qu'en absorbant les punitions. L'avion capturé révéla d'autres secrets. Le moteur, un radial Nakajima Sakae 14 cylindres produisant approximativement 950 chevaux, utilisait un carburateur à flotteur qui s'avérerait significatif au combat. Les ailes se repliaient pour le stockage sur porte-avions en utilisant un mécanisme manuel simple ne nécessitant aucun système hydraulique. Les surfaces de contrôle étaient recouvertes de tissu sur des cadres métalliques pour minimiser le poids. Plus remarquablement, le package d'armement était formidable pour un avion si léger. 2 mitrailleuses de 7,7 mm tirant à travers l'arc de l'hélice et 2 canons de 20 mm montés dans les ailes. Le 20 septembre, seulement 41 jours après son arrivée à San Diego, le Zéro était prêt à voler. L'équipe de restauration avait remplacé le pare-brise écrasé, redressé le stabilisateur vertical et le gouvernail, réparé les extrémités d'ailes et les volets, et complètement reconstruit le train d'atterrissage qui avait été arraché dans l'accident. L'hélice Sumitomo, 3 pales originales, fut soigneusement rectifiée et réutilisée. L'avion capturé fut repeint. Les cocardes Inomari rouges japonaises, couvertes par l'insigne américain cercle bleu et étoile blanche,
Il ressemblait à un avion américain portant des vêtements japonais. Le capitaine de corvette Eddie Sanders, sélectionné comme pilote d'essai en chef pour le projet, avait passé la semaine précédente à étudier chaque aspect du Zero pendant que les mécaniciens achevaient la restauration. Il s'assit dans le cockpit pendant des heures, se familiarisant avec les instruments japonais, mémorisant la disposition des commandes, se préparant mentalement pour un vol différent de tous ceux qu'il avait tentés. Sanders était un pilote d'essai expérimenté, mais il était sur le point de piloter un avion ennemi dont les caractéristiques de vol ne pouvaient être devinées qu'à partir de rapports de renseignements et d'observations de combat. Si ces rapports étaient exacts, le Zero était plus rapide, grimpait mieux et tournait plus serré que n'importe quel chasseur américain. Si ces rapports étaient erronés, ou si l'avion capturé avait des dommages cachés, Sanders pourrait ne pas survivre au premier vol. Le matin du 20 septembre 1942, Sanders grimpa dans le cockpit du Zero pour la première fois en tant que pilote plutôt qu'étudiant. L'équipe au sol démarra le moteur, qui prit immédiatement et tourna en douceur. Le travail de l'équipe de restauration était justifié. Sanders roula jusqu'à la piste, conscient que des dizaines d'ingénieurs, d'officiers de renseignement et de hauts gradés de la marine observaient depuis la tour et la ligne de vol. Il avança la manette des gaz et le Zero accéléra sur la piste avec un empressement surprenant. Le chasseur léger décolla après un roulement au sol remarquablement court, grimpant à un taux qui aurait été impressionnant dans n'importe quel avion américain. Pendant l'heure suivante, Sanders soumit le Zero à une série de tests de performance, explorant soigneusement son enveloppe de vol. Il grimpa en altitude, testa les caractéristiques de décrochage, pratiqua des manœuvres de base et évalua les qualités de maniement de l'avion. Ce qu'il découvrit lors de ce premier vol changerait tout. Immédiatement apparent était le fait que les ailerons se bloquaient à des vitesses supérieures à 200 nœuds, rendant les manœuvres de roulis à ces vitesses lentes et nécessitant beaucoup de force sur le manche. Sanders écrivit dans son rapport « Le Zero roulait vers la gauche beaucoup plus facilement que vers la droite ». Le problème d'ailerons à haute vitesse était dramatique et inattendu. À basse vitesse, la maniabilité du Zero était tout ce que les pilotes japonais prétendaient. Capable de tourner à l'intérieur de n'importe quel chasseur américain avec facilité. Mais au-dessus de 200 nœuds, environ 230 miles par heure, les ailerons devenaient de plus en plus lourds et peu réactifs. Les surfaces de contrôle recouvertes de tissu se gonflaient avec la pression de l'air à haute vitesse, nécessitant une force énorme sur le manche pour les surmonter. Les chasseurs américains, avec leur surface de contrôle recouverte de métal et leur système d'assistance hydraulique, maintenaient une autorité de contrôle complète à toutes les vitesses. Sanders découvrit une deuxième faiblesse critique lors des manœuvres d'accélération négative. Lorsqu'il poussa le manche vers l'avant, brusquement, induisant des forces gravitationnelles négatives, le moteur du Zero toussa et mourut. Le carburateur à flotteur conçu pour des conditions de gravité positive et nulle ne pouvait maintenir le flux de carburant pendant une accélération négative soutenue. Le moteur redémarrait lorsque l'accélération positive reprenait, mais pendant plusieurs secondes, le Zero devenait un planeur sans puissance. Cette faiblesse avait des implications tactiques profondes que Sanders reconnut immédiatement. Les pilotes américains surpassés en manœuvre et incapables d'échapper à un Zero poursuivant avaient tôt maintenant leur réponse. Sanders nota dans son rapport « Entrer dans un piqué vertical motorisé en utilisant une accélération négative si possible pour ouvrir la distance pendant que le moteur du Zero était arrêté par les forces impliquées. À environ 200 nœuds, roulez fort à droite avant que le pilote du Zero ne puisse aligner ses viseurs. » Sanders effectua 24 vols d'essai au cours des 25 jours suivants, chacun révélant des détails supplémentaires sur les capacités et limitations du Zero. Il testa l'avion à diverses altitudes, réglages de puissance et configuration de combat. Il effectua des combats aériens simulés contre des chasseurs américains avec d'autres pilotes d'essai pilotant des F-4F Wildcat et des avions plus récents. Les données accumulées à partir de ces vols étaient extraordinaires. La vitesse maximale du Zero était légèrement inférieure au F-4F Wildcat, contrairement au rapport de combat, suggérant que le chasseur japonais était plus rapide. Sanders spécula que cela pourrait être dû au poids de reconstruction, car l'équipe de restauration n'avait pas pu se procurer des matériaux de remplacement exacts pour certains composants.
Cependant, l'autonomie exceptionnelle du Zéro, plus de 1900 miles terrestres, dépassait de loin tout chasseur embarqué américain. L'avion pouvait rester en vol pendant plus de 6 heures, lui permettant d'escorter des bombardiers profondément en territoire ennemi ou de patrouiller de vastes étendues d'océan. Le taux de montée du Zéro dépassait significativement les chasseurs américains, capables d'atteindre 20 000 pieds, plus rapidement qu'un F-4F ne pouvait atteindre 15 000 pieds. En combat tournoyant à basse vitesse, le Zéro pouvait compléter un cercle complet dans le temps nécessaire aux chasseurs américains pour compléter seulement 3/4 d'un tour. Ces caractéristiques de performance expliquaient pourquoi le combat du début de la guerre avait favorisé les pilotes japonais de manière si décisive. À basse vitesse et dans les combats tournoyants, le Zéro était simplement supérieur à tout ce que l'Amérique déployait, fin 1941 et début 1942. Mais les tests de Sanders révélèrent que ces avantages venaient avec des faiblesses exploitables. La construction légère du Zéro signifiait qu'il ne pouvait résister aux dommages de combat. Des coups qui ne feraient qu'endommager un chasseur américain s'avéraient souvent fatals pour le Zéro, qui manquait de blindage et de réservoirs de carburant auto-obturant. L'analyse des matériaux de terrain des composants du Zéro capturés révéla des alliages d'aluminium d'excellente qualité, mais utilisés dans des épaisseurs que les concepteurs américains considéreraient comme inadéquates. Le Zéro était construit selon des tolérances minimales, sans marge de sécurité pour les dommages de combat. Le rapport final de Sanders synthétisa toutes les données de test en renseignements exploitables. Les pilotes américains devaient éviter les combats tournoyants à basse vitesse où la maniabilité du Zéro dominait. Au lieu de cela, ils devaient utiliser des attaques en piqué utilisant les caractéristiques supérieures à haute vitesse des chasseurs américains. Lorsqu'un Zéro poursuivait, les pilotes américains devaient entrer dans un piqué raide, de préférence avec une accélération négative pour tuer le moteur du Zéro, puis exécuter un roulis dur à droite à haute vitesse où le Zéro ne pouvait suivre. Les chasseurs américains devaient utiliser leur blindage et leur puissance de feu supérieure pour absorber les coups tout en délivrant des rafales dévastatrices qui détruiraient le fragile Zéro. Les tactiques d'équipe devaient remplacer les combats aériens individuels avec des ailiers se couvrant mutuellement et utilisant des attaques coordonnées pour annuler l'avantage tournoyant du Zéro. Ces recommandations furent compilées et distribuées dans toute la flotte avec une rapidité sans précédent. Les pilotes, se préparant au combat, reçurent des briefings détaillés sur les caractéristiques du Zéro et comment exploiter ses faiblesses. L'information fut incorporée dans les programmes d'entraînement avec des instructeurs enseignant la technique de piquer à sa haute vitesse et de roulis dur à droite à chaque nouveau pilote. Les vétérans du combat qui avaient survécu aux premières rencontres avec les Zéros comprirent soudain ce qu'ils avaient combattu et comment gagner. L'impact sur le moral des pilotes fut profond. Pendant 8 mois, les aviateurs navals américains avaient affronté un avion qui semblait invincible, capable de surpasser en virage et en montée tout ce qu'ils pilotaient. Les pilotes avaient développé un respect sain pour le Zéro qui confinait à la peur. La tactique américaine officielle, lorsqu'ils étaient surpris par des Zéros, avait été simplement de fuir, un aveu humiliant d'infériorité. Maintenant, pour la première fois, les pilotes américains possédaient des connaissances concrètes d'Urmam sur la manière de combattre le Zéro et de gagner. La mystique entourant le chasseur japonais commençait à s'effriter. C'était toujours un adversaire redoutable, mais il n'était plus invincible. Il avait des faiblesses, et les pilotes américains savaient désormais exactement quelles étaient ces faiblesses et comment les exploiter. Mais la plus grande contribution du Zéro d'Akutan ne concernait pas la doctrine tactique. Elle concernait la conception d'avion, plus précisément celle d'un chasseur qui était déjà en cours de développement lorsque Koga s'écrasa dans les Aléoutiennes. Le Grumman F-6F L4 allait devenir l'arme qui transformerait les connaissances tactiques américaines en résultat de combats dévastateurs. L'histoire de la naissance du L4 et de l'influence du Zéro d'Akutan sur son développement s'avérerait aussi importante que les vols d'essai de Sanders. Le lien entre les deux appareils a fait l'objet de débats historiques, certains affirmant que le Hellcat a été conçu sur la base du Zéro capturé, tandis que d'autres notent que la chronologie rend toute influence directe impossible.
La vérité se situe quelque part entre une histoire de développement parallèle, de renseignements opportuns et de la capacité de Grumman à intégrer les leçons apprises alors même que leur chasseur entrait en production. Janvier 1942. Grumman Aircraft Engineering Corporation, Bethpage, Long Island, New York. Leroy Grumman était assis à son bureau, examinant les conceptions préliminaires de ce qui allait devenir le F-6F Hellcat, et les chiffres le préoccupaient. La marine avait besoin d'un chasseur pour remplacer le F-4F Wildcat, quelque chose de plus rapide et de plus puissant pour contrer les rapports provenant du Pacifique concernant la supériorité aérienne japonaise. L'équipe de conception de Grumman, dirigée par les ingénieurs en chef Jake Swerbull et Bill Schwendler, avait créé ce qui était essentiellement un Wildcat plus grand et plus puissant. La conception semblait bonne sur le papier, mais Grumman craignait que cela ne soit pas suffisant. Les premiers mois de 1942 apportèrent des rapports de plus en plus alarmants du Pacifique. Les pilotes américains étaient surclassés par les zéros japonais à chaque rencontre. Le F-4F Wildcat, le chasseur de première ligne actuel de Grumman, s'avérait inadéquat malgré le fait qu'il s'agissait d'un appareil solide et bien construit. Les rapports de combat indiquaient que le zéro pouvait surpasser le Wildcat en montée, en virage et en portée dans presque toutes les catégories de performance. Quelque chose de radicalement meilleur était nécessaire, et de toute urgence. Le F-6F initial de Grumman, désigné XF6F-1, était prévu autour du moteur Wright Air de 1600 C-Clone, produisant 1700 chevaux. Cela donnerait au nouveau chasseur plus de puissance que les 1200 chevaux du Pratt & Whitney Air 1830 du Wildcat. Mais Grumman se demandait si c'était une amélioration suffisante. L'entreprise développait le XF6F, depuis la mi-1940, et le contrat formel ayant été signé le 30 juin 1941, près d'un an avant que le zéro de Koga ne s'écrase dans les Aléoutiennes. Les travaux de conception progressèrent rapidement au début de 1942, poussés par les exigences urgentes de la marine et la reconnaissance par Grumman que la guerre du Pacifique serait gagnée ou perdue dans les airs. Le Bureau of Aeronautics travailla en étroite collaboration avec les ingénieurs de Grumman, intégrant les retours des pilotes de combat revenant du Pacifique. Le 22 avril 1942, 6 semaines avant la bataille de Midway et 7 semaines avant l'accident de Koge, le lieutenant-commandant Edward Butch O'Hare visita les installations de Grumman à Bethpage. O'Hare, fraîchement revenu d'opérations de combat au cours desquelles il avait défendu seul le porte-avions Lexington contre des bombardiers japonais, ce qui lui avait valu la Medal of Honor, rencontra les ingénieurs de Grumman pour discuter des performances du F-4F Wildcat face au zéro. Ces observations étaient sobres. Le zéro était plus rapide que ne l'avaient estimé les services de renseignement américains, grimpait mieux que ce qui semblait physiquement possible pour la puissance de son moteur et pouvait virer à l'intérieur du Wildcat avec facilité. O'Hare souligna que les chasseurs américains avaient besoin de plus de puissance, d'un meilleur taux de montée et d'une meilleure visibilité pour le pilote. La veille de sa rencontre avec les ingénieurs de Grumman, O'Hare avait rencontré le président Franklin Roosevelt lors de la cérémonie de remise de la Medal of Honor. Le président lui demanda ce qui était nécessaire dans un nouveau chasseur naval. La réponse d'O'Hare fut directe et mémorable, un avion qui montera là-haut plus vite. Le lieutenant-commandant A.M. Jackson, du Bureau of Aeronautics, travaillant en étroite collaboration avec Grumman, ordonna des modifications de conception spécifiques basées sur l'expérience de combat. Jackson insista pour que le cockpit soit monté plus haut dans le fuselage, avec le fuselage avant incliné légèrement vers le bas jusqu'au capot moteur, donnant au pilote une excellente visibilité au-dessus du nez. Il souligna aux ingénieurs de Grumman que vous ne pouvez pas les toucher si vous ne pouvez pas les voir. Ces modifications furent intégrées à la conception du XF-6F, avant même que le zéro de Koga ne soit découvert. Le 26 avril 1942, 5 semaines avant le dernier vol de Koga, le Bureau of Aeronautics prit une décision critique qui allait définir le caractère du F-6F. Sur la base des récits de combat du Pacifique et des recommandations d'O'Hare, le BUER ordonna à Grumman d'installer un moteur plus puissant dans le second prototype XF-6F, le Wright Air.
2600 cents fut abandonné au profit du Pratt & Whitney R 2800. Double Wasp, un moteur radial de 18 cylindres produisant 2000 chevaux. C'était le même moteur utilisé dans le Vought F4U Corsair et le Republic P47 Thunderbolt, et il représentait une augmentation de puissance de 50% par rapport à la conception originale du XF6F1. Grumman s'exécuta en reconcevant et en renforçant la cellule du F6F pour supporter le moteur plus puissant. Le changement nécessita des modifications du support moteur, du système de refroidissement et des composants structurels dans tout l'appareil. Cela signifiait des retards dans le calendrier de développement, mais les gains de performance en vaudraient fort la peine. Grumman estima que le nouveau groupe motopropulseur augmenterait les performances de 25% par rapport à la conception originale. La décision de changer de moteur résulta de multiples facteurs, convergeant simultanément. Le R 2800 s'était révélé fiable lors des essais et entré en production pour d'autres programmes d'avions. Pratt & Whitney pouvait fournir des moteurs sans les retards qui affectaient le développement du Wright Air 2600. Plus important encore, les rapports de combat indiquaient que des améliorations progressives ne seraient pas suffisantes. Les chasseurs américains avaient un besoin d'un bond quantique en matière de performance pour égaler ou dépasser les capacités du Zéro. Le premier prototype X F6F1, toujours équipé du moteur Wright Air 2600 Cyclone, effectua son vol inaugural le 26 juin 1942 avec le pilote d'essai Bob Hall aux commandes. C'était 8 jours avant que Koga ne s'écrase dans les Aléoutiennes et 6 semaines avant que le Zéro ne soit découvert. Le prototype se comporta bien, démontrant de bonnes caractéristiques de maniabilité et aucun vice sérieux, mais ses performances avec le Cyclone de 1700 chevaux confirmèrent les préoccupations de Grumman, selon lesquelles plus de puissance était nécessaire. Le second prototype, désigné XF6F3, et équipé du double Wasp Air 2800 de 2000 chevaux, effectua son premier vol le 30 juillet 1942. C'était 20 jours après la découverte du Zéro d'Akutan, mais 2 mois avant qu'il ne soit restauré en état de vol et testé. Les performances du XF6F3 dépassèrent les attentes. La puissance supplémentaire transforma la conception, lui donnant le taux de montée et la vitesse nécessaires pour rivaliser avec le Zéro à armes égales. Mais le développement du Hellcat ne s'arrêta pas là. Tout au long de l'été 1942, les ingénieurs de Grumman continuèrent à affiner la conception sur la base des rapports de combat continus et des renseignements provenant du Pacifique. Lorsque le Zéro d'Akutan arriva à San Diego à la mi-août, des données techniques détaillées commencèrent à affluer vers le Bureau of Aeronautics et Grumman en quelques jours. L'appareil capturé n'avait pas encore volé, mais l'examen physique révéla des informations cruciales sur sa construction, son poids, son armement et sa philosophie de conception. Ces renseignements arrivèrent à un moment critique du développement du F6F. La conception de base était établie, le moteur sélectionné et les premiers prototypes volèrent. Mais la production n'avait pas encore commencé, ce qui signifiait que des modifications pouvaient encore être intégrées relativement facilement. Les ingénieurs de Grumman étudièrent les données du Zéro avec un vif intérêt, cherchant des moyens de s'assurer que leur chasseur pourrait non seulement égaler, mais dépasser les capacités de l'appareil japonais. Le Zéro pesait entre 5300 et 6100 livres à pleine charge. Le F6F pèserait plus de 12 000. Cette énorme pénalité de poids, plus du double du poids du Zéro, devait être compensée par une puissance supplémentaire et une conception intelligente. La philosophie de Grumman différait fondamentalement de l'approche japonaise. Là où le Zéro sacrifiait la protection pour la performance, le F6F offrirait les deux. Roy Grumman, le fondateur de l'entreprise, prit une décision clé après avoir étudié les données du Zéro. Il détermina que Grumman pouvait égaler ou surpasser le Zéro dans la plupart des aspects sans sacrifier le blindage du pilote, les réservoirs de carburant auto-obturants et la structure robuste du fuselage. Le F6F compenserait le poids supplémentaire par la puissance additionnelle du moteur R 2800. Cette décision façonna tout ce qui suivit. Le F6F serait construit solidement, capable d'absorber des dommages de combat qui détruiraient un Zéro.
Il protégerait son pilote avec une plaque de blindage derrière le siège et un pare-brise par balle. Il transporterait des réservoirs de carburant auto-obturants qui pourraient encaisser des impacts sans incendie catastrophique. Il aurait des systèmes redondants et une structure robuste capable de résister aux atterrissages durs sur porte-avions et aux dommages de combat. La pénalité de poids serait surmontée par la puissance brute et une conception intelligente qui tirerait le meilleur parti des performances disponibles. Les données du Zero d'Akutan, combinées au rapport de combat et au vol d'essai de Sanders en septembre et octobre, influencèrent des décisions de conception spécifiques, alors que le F-6F se dirigeait vers la production. Les ailes du F-6F furent conçues non pour des performances plus haute vitesse, en utilisant un profil aérodynamique et une conception de surface de contrôle différents de ceux du Wildcat. Les ailerons étaient assistés hydrauliquement et recouverts de métal, assurant une autorité de contrôle complète à toutes les vitesses. Cela répondait directement aux problèmes d'ailerons à haute vitesse que Sanders avait découvert dans le Zero capturé. Le F-6F serait capable de rouler efficacement à des vitesses où les commandes du Zero se bloquaient. Le système de carburant du F-6F utilisait un carburateur à pression plutôt que le type à flotteur utilisé dans le Zero. Cela garantissait que le moteur continuerait à fonctionner sous accélération négative, éliminant la faiblesse que Sanders avait exploitée lors de ses vols d'essai. Un pilote de F-6F pouvait plonger pour échapper à un Zero poursuivant sans que son moteur ne cale au moment crucial. La structure du F-6F était conçue pour supporter 9G positif et 6G négatif, dépassant de loin les limites structurelles du Zero. Cela signifiait que les pilotes de F-6F pouvaient utiliser des manœuvres agressives sans craindre une défaillance structurelle, tandis que les Zero, tentant de suivre, risquaient de se désintégrer. Le package d'armement fut augmenté à 6 mitrailleuses de calibre 50 par rapport aux 4 du Wildcat. Les versions ultérieures offriraient l'option de 2 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses de calibre 50. La puissance de feu concentrée pouvait détruire le Zero de construction légère avec de courtes rafales, tandis que la structure blindée du F-6F pouvait absorber les tirs de riposte. La visibilité depuis le cockpit était exceptionnelle, la position surélevée du pilote offrant une vue dégagée dans toutes les directions. Cela répondait à l'insistance de Jackson selon laquelle les pilotes ne pouvaient pas tirer sur ce qu'ils ne pouvaient pas voir. La conception intégrait les leçons du Touch Weave et d'autres tactiques défensives, reconnaissant que la visibilité était cruciale pour le soutien mutuel entre équipiers. Le 3 octobre 1942, le premier F-6F-3 de production effectua son vol inaugural, seulement 2 semaines après que Sanders eut terminé ses vols d'essai initiaux dans le Zero d'Akutan. Le timing n'était pas une coïncidence. La production avait été délibérément retardée jusqu'à ce que les ingénieurs puissent intégrer les derniers renseignements. Le mythe selon lequel le F-6F a été conçu sur la base du Zero d'Akutan est manifestement faux, étant donné que la conception de base précédait l'accident de Koga et que la décision de changer de moteur fut prise avant même que le Zero ne soit découvert. Mais le timing permit à Grumman d'affiner la configuration finale du F-6F sur la base des connaissances acquises grâce à l'appareil capturé, intégrant les leçons tactiques avant que la production ne monte en puissance. Les premiers F-6F-3 de production commencèrent à atteindre les escadrons de la flotte au début de 1943. Le Fighting Squadron 9 reçut les premiers Hellcats opérationnels en février 1943, embarquant sur le porte-avions Essex pour l'entraînement et la mise en condition. La réaction des pilotes aux nouveaux chasseurs fut enthousiaste. Après des mois de combat dans des F-4F Wildcats, luttant contre des appareils japonais supérieurs, le F-6F semblait être un bon quantique en matière de capacité. Il était plus rapide, grimpait mieux, avait plus de puissance de feu, une meilleure visibilité et semblait solide d'une manière que le Wildcat n'avait jamais été. Les pilotes découvrirent rapidement que le F-6F était remarquablement facile à piloter. Grumman l'avait conçu spécifiquement pour être opéré par des pilotes relativement inexpérimentés fraîchement sortis de l'entraînement, reconnaissant que l'expansion en temps de guerre inonderait la flotte d'aviateurs nouvellement formée. Le F-6F n'avait pas de mauvaises habitudes, pas de caractéristiques délicates qui pourraient tuer un pilote imprudent.
Il était stable, prévisible et tolérant aux erreurs. Les atterrissages sur porte-avions, l'aspect le plus difficile de l'aviation navale, étaient un dit simple dans le Hellcat. Le train d'atterrissage robuste absorbait les impacts durs qui auraient fait s'effondrer des appareils moins solides. La visibilité permettait aux pilotes de juger précisément leur approche. Les commandes restaient réactives, aux basses vitesses requises pour les approches sur porte-avions. La production monta en puissance avec une rapidité étonnante. Grumman construisit une nouvelle usine à Bethpage, spécifiquement pour la production du F-6F, les premiers appareils sortant de la chaîne avant même que les bâtiments de l'usine ne soient terminés. Au pic de production en 1944, Grumman produisit 644 appareils en un seul mois, un Hellcat par heure, un record de production d'avions jamais égalé. L'échelle était stupéfiante. Chaque F-6F nécessitait environ 20 000 pièces individuelles provenant de centaines de sous-traitants. Les moteurs Pratt & Whitney étaient construits dans 3 usines distinctes et expédiés d'à Bethpage pour installation. Grumman coordonna cette symphonie industrielle avec une précision qui étonna les observateurs. Une grande partie du mérite revint à Jake Swirbul, le génie de la production de Grumman, qui organisa le flux de travail et la chaîne d'approvisionnement avec une efficacité sans précédent. De nombreux travailleurs de Grumman n'avaient jamais construit d'avion auparavant, pourtant ils produisirent de le chasseur embarqué le plus réussi de la guerre. Entre le premier vol de production en octobre 1942 et la fin de la guerre, en novembre 1945, une période d'environ 37 mois, Grumman produirait 12 275 F-6F Hellcats à partir d'un seul complexe d'usines. Le F-6F fit ses débuts au combat le 31 août 1943, 15 mois après la découverte du zéro d'Akutan et 11 mois après le premier vol d'essai de Sanders. Des appareils des Fighting Squadron 5 et 9, opérant depuis les porte-avions Yorktown et Independence, attaquèrent l'île Marcus dans le cadre d'un raid de porte-avions. La mission fut un succès écrasant. Aucun chasseur japonais ne parvint à décoller et plusieurs furent détruits au sol. 2 Hellcats furent perdus à cause du tir anti-aérien. Mais en combat aérien, le F-6F démontra une supériorité immédiate. Au cours des mois suivants, le F-6F devint le chasseur standard sur les porte-avions américains, remplaçant progressivement le F-4F Wildcat sur les grands porte-avions, tandis que les Wildcats continuaient à servir sur les plus petits porte-avions d'escorte. Au début de 1944, le Hellcat équipait 15 escadrons de chasse embarqués et devenait rapidement le chasseur naval américain dominant dans le Pacifique. Les leçons tactiques tirées du zéro d'Akutan furent intégrées dans tous les aspects des opérations du F-6F. Les pilotes furent formés pour éviter les combats tournoyants à basse vitesse, à moins d'avoir un avantage significatif en altitude ou en nombre. Au lieu de cela, la doctrine du F-6F mettait l'accent sur les attaques tranchantes à haute vitesse, plongeant depuis l'altitude pour accumuler de la vitesse, effectuant une seule passe de tir, puis remontant en chandelle vers l'altitude, avant que les zéros plus manœuvrables ne puissent réagir. Le Thatch Weave, développé par le lieutenant-commandant John Thatch avant même que le zéro ne soit capturé, devint la doctrine défensive standard pour tous les escadrons de F-6F. Lorsqu'ils étaient attaqués par des zéros, les pilotes de F-6F volaient par paires se soutenant mutuellement, tissant d'avant en arrière de sorte que tout zéro poursuivant un F-6F faisait immédiatement face au tir frontal de l'autre. La tactique neutralisait l'avantage de virage du zéro en forçant le pilote japonais soit à rompre le combat, soit à faire face à un engagement frontal où la puissance de feu et la protection supérieure du F-6F dominaient. Les pilotes furent informés pour utiliser leur vitesse et leur puissance pour dicter les conditions d'engagement. Si la situation tactique favorisait le F-6F, engager, sinon utiliser la vitesse supérieure pour se désengager, se repositionner et attaquer depuis une position avantageuse. Le taux de montée du F-6F lui permettait de regagner rapidement de l'altitude après des attaques en piqué. Sa vitesse lui permettait d'échapper à des situations défavorables. Son endurance lui permettait de patrouiller plus longtemps et de poursuivre les ennemis en fuite plus loin que les zéros ne pouvaient suivre. 23 novembre 1943, île Gilbert. Les F-6F
Hellcat du porte-avions Essex engagea des chasseurs Zéro japonais au-dessus de Tarawa dans ce qui allait devenir le premier test majeur du nouveau chasseur contre les meilleurs du Japon. 30 Zéros s'élevèrent pour intercepter la frappe américaine et le combat aérien qui s'ensuivit fit rage dans les cieux au-dessus des plages d'invasion. Lorsque la fumée se dissipa, les pilotes américains revendiquèrent 30 chasseurs japonais détruits pour la perte d'un seul F-6F. La bataille de Tarawa démontra tout ce que le F-6F avait été conçu pour accomplir. Les pilotes américains, dont beaucoup étaient gens relativement inexpérimentés, avaient rencontré des aviateurs japonais vétérans pilotant des Zéros et les avaient complètement écrasés. La combinaison de performances d'appareils supérieurs, de tactiques solides basées sur la connaissance des faiblesses du Zéro et d'un entraînement intensif avait créé une formule imbattable. Le résultat de la bataille envoya des ondes de choc à travers les commandements américains et japonais. Pour les Américains, cela valida la conception du F-6F et les doctrines tactiques développées à partir de l'étude du Zéro d'Akutan. Pour les Japonais, cela révéla que les appareils américains avaient rattrapé et dépassé les capacités du Zéro. L'ère de la supériorité aérienne japonaise touchait à sa fin, mais Tarawa n'était que le début. Le F-6F prouverait sa valeur dans chaque engagement majeur à travers le Pacifique pendant les 20 mois suivants, compilant le record de combat le plus dominant de tous les chasseurs américains de la Seconde Guerre mondiale. 19 juin 1944, mer des Philippines, à l'ouest des îles Mariannes. Les F-6F, Hellcats de 15 porte-avions américains, 7 grands porte-avions de flotte et 8 porte-avions légers de la Task Force 58, se préparèrent à affronter la plus grande force d'aviation embarquée japonaise, assemblée depuis la bataille de Midway 2 ans plus tôt. Les Japonais avaient 9 porte-avions et envoyèrent vague après vague d'appareils pour détruire la flotte d'invasion américaine attaquant Saipan. Ce qui suivit devint connu sous le nom de « Grande chasse à la dinde des Mariannes », la bataille aérienne la plus unilatérale de l'histoire navale. La première frappe japonaise, 69 appareils, perdit 42 avions avant d'atteindre la flotte américaine. Les 27 restants qui pénétrèrent jusqu'au porte-avions n'accomplirent rien tout en faisant face à une tempête de tirs anti-aériens et de F-6F grouillants. La deuxième vague, 107 appareils japonais, perdit 97 avant même de pouvoir attaquer. L'aviation embarquée japonaise était systématiquement détruite. Tout au long de la journée, les porte-avions japonais lancèrent 370 appareils en plusieurs frappes. Seulement 130 revinrent. Les F-6F, Hellcats, volant en patrouille aérienne de combat au-dessus de la flotte américaine et chassant les groupes de frappe japonais, abattirent la grande majorité. Les pertes américaines totalisèrent 23 à 30 appareils, de nombreux pilotes étant secourus de l'océan. L'impact stratégique fut catastrophique pour le Japon. Les groupes aériens embarqués péniblement reconstruits après les pertes de Midway furent anéantis. Les pilotes expérimentés qui avaient maintes formé la génération actuelle étaient morts. Les appareils qui avaient été thésaurisés pour la bataille décisive avaient disparu. L'aviation navale japonaise ne se remettrait jamais des pertes de cette seule journée. La bataille de la mer des Philippines démontra le F-6F opérant à son efficacité maximale. L'endurance exceptionnelle de l'appareil permit des patrouilles aériennes de combat continues au-dessus de la flotte. Son taux de montée assura que les F-6F pouvaient intercepter les frappes entrantes à l'altitude optimale. Sa vitesse permit la poursuite des appareils japonais en fuite. Sa puissance de feu et sa protection signifièrent que dans tout engagement face à face, le F-6F détenait un avantage écrasant. Mais peut-être plus important encore, la maniabilité facile du F-6F signifiait que même les pilotes américains relativement inexpérimentés pouvaient opérer l'appareil efficacement au combat. À la mi-1944, les États-Unis formaient des pilotes bien plus rapidement que le Japon, et le F-6F permettait à ces nouveaux aviateurs d'être jetés au combat avec la confiance qu'ils pourraient survivre et réussir. Les pilotes japonais, en revanche, recevaient une formation de plus en plus abrégée à mesure que les pénuries de carburant et les pertes d'instructeurs s'accumulaient. À la fin de 1944, les pilotes japonais entraient au combat, avec peut-être un tiers des heures de vol que recevaient les pilotes américains.
Le différentiel d'expérience, combiné à la supériorité technique du F-6F, créa une spirale mortelle pour l'aviation japonaise. Chaque engagement coûtait au Japon des pilotes irremplaçables, tandis que les pertes américaines étaient rapidement remplacées par le pipeline de formation qui produisait des milliers de nouveaux aviateurs chaque année. La contribution du F-6F à la victoire américaine s'étendait au-delà du combat aérien. L'appareil fut adapté en plusieurs variantes spécialisées qui répondaient à des besoins tactiques spécifiques. Les variantes de chasse F-6F-3, N et F-6F-5N transportaient un équipement radar dans une nacelle montée sur l'aile tribord, leur permettant d'intercepter les raids de bombardement nocturnes japonais. Le radar réduisait légèrement la vitesse maximale, mais les pilotes de chasse de nuit trouvaient que la capacité valait le compromis. Les chasseurs de nuit F-6F obtinrent un succès remarquable contre les raiders nocturnes japonais, abattant des bombardiers qui avaient auparavant attaqué en toute impunité sous le couvert de l'obscurité. Les variantes de octagone de reconnaissance photographique F-6F-3P et F-6F-5P remplaçaient les canons par des caméras effectuant des missions de reconnaissance cruciales au-dessus du territoire ennemi. Leur vitesse et leur portée leur permettaient de pénétrer profondément dans les zones contrôlées par les Japonais, de photographier des cibles et de s'échapper avant que les intercepteurs ne puissent réagir. Les variantes ultérieures F-6F-5 furent modifiées pour transporter des bombes de 2000 livres sur un support central et des rails à roquettes sous les ailes, transformant le chasseur en un chasseur-bombardier très efficace. Les F-6F armés de bombes et de roquettes fournissaient un appui aérien rapproché dévastateur aux forces marines et terrestres combattant à travers les îles du Pacifique, attaquant les bunkers japonais, les positions d'artillerie et les concentrations de troupes avec une précision que l'artillerie ne pouvait égaler. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les F-6F L4 avaient dû compiler des statistiques qui restent inégalées par tout autre chasseur américain. L'appareil fut crédité de la destruction de 5163 avions ennemis dans le combat aérien du Pacifique par les pilotes de la marine et du corps des Marines des États-Unis, avec 60 avions supplémentaires détruits dans d'autres théâtres, portant le total à 5223 en incluant les victoires de la Fleet Air Arm de la Royal Navy britannique. Seulement 270 F-6F furent perdus en combat RR, donnant à l'appareil un ratio global de victoire sur perte de 19 contre 1. Contre les 0 japonais spécifiquement, le ratio était de 13 contre 1. Ces chiffres reflétaient l'impact combiné de performances supérieures de l'appareil, d'une doctrine tactique solide dérivée de l'étude du zéro d'Akutan, et de pilotes américains de plus en plus compétents faisant face à une opposition japonaise déclinante. Le F-6F produisit plus d'as de la chasse que tout autre appareil allié de la Seconde Guerre mondiale. Entre 305 et 307 pilotes de L4 de la marine obtinrent le statut d'as, avec 5 victoires ou plus, avec de légères variations dans les décomptes selon la façon dont les victoires partagées étaient attribuées. Le meilleur as de la marine, le commandant David McCampbell, marqua ses 34 victoires en pilotant des F-6F. Le record de combat du L4 était si dominant que les pilotes japonais de fin de guerre développèrent ce que le renseignement américain appelait la fatigue du zéro, une reconnaissance que s'engager contre des F-6F était susceptible d'être fatale. Les pilotes japonais évitèrent de plus en plus le combat quand c'était possible, plongeant ou fuyant dans les nuages plutôt que de combattre. Cette domination psychologique était aussi importante que la supériorité technique, car elle permettait aux groupes de porte-avions américains d'opérer en quasi-impunité, sachant que l'opposition aérienne japonaise serait minimale et inefficace. Le contraste avec le combat du début de la guerre était frappant. En 1942, les pilotes américains avaient fui les zéros chaque fois que possible. En 1945, les pilotes japonais fuyaient les Hellcats. La transformation était complète. Le rôle du zéro d'Akutan dans cette transformation ne peut être quantifié avec précision, mais son importance est indéniable. L'appareil capturé fournit le premier renseignement détaillé sur les capacités et les limites du zéro. Les vols d'essai de Sanders révélèrent des faiblesses spécifiques qui pouvaient être exploitées tactiquement.
Les données techniques influencèrent les décisions de conception du F-6F à un moment crucial où des changements pouvaient encore être incorporés. Plus important encore, le Zero d'Akutan détruisit la mystique entourant le chasseur japonais, prouvant qu'il n'était pas invincible, mais plutôt un appareil avec des forces spécifiques et des faiblesses spécifiques. La combinaison du F-6F Hellcat et de la connaissance tactique acquise grâce au Zero d'Akutan créa une synergie qui transforma l'aviation navale américaine. Le F-6F ne fut pas conçu à cause du Zero d'Akutan, mais il fut affiné sur la base du renseignement provenant de l'appareil capturé. Les tactiques utilisées par les pilotes américains ne furent pas créées en étudiant le Zero, mais elles furent validées et formalisées par les vols d'essai de Sanders et l'analyse subséquente. Le résultat fut un système intégré d'appareils, de tactiques, de formation et de production industrielle qui submergea l'aviation japonaise. À la fin de la guerre, le Japon avait produit environ 10 500 Zero, leur chasseur principal tout au long du conflit. Les États-Unis produisirent 12 275 F-6F Hellcat en 37 mois, plus des milliers de F-4U Corsair et d'autres chasseurs. Le différentiel de production reflétait la puissance industrielle américaine, mais le différentiel de combat reflétait la supériorité technique du F-6F et la doctrine tactique qui l'employait efficacement. Le Zero d'Akutan fut détruit en février 1945, ironiquement dans un accident d'entraînement plutôt qu'au combat, alors qu'il roulait au sol pour le décollage à la Naval Air Station North Island. Un bombardier en piqué SB-2C Helldiver perdit le contrôle et s'écrasa sur le Zero stationné, son hélice tranchant le chasseur japonais en morceaux. William Leonard récupéra plusieurs jauges de l'épave, les donnant au National Museum of the United States Navy. L'Alaska Heritage Museum et le Smithsonian National Air and Space Museum préservèrent également de petits morceaux. L'appareil physique avait disparu, mais son héritage perdura dans chaque F-6F qui effectua des missions de combat, dans chaque pilote américain qui connaissait les faiblesses du Zero, dans chaque manuel tactique qui incorporait les leçons apprises des vols d'essai de Sanders. Le corps de Koga, initialement enterré sur l'île d'Akutan, fut exhumé par les équipes du service d'enregistrement des tombes américaines en 1947 et réenterré sur l'île d'Adak, plus loin dans la chaîne des Aléoutiennes. En 1953, le cimetière d'Adak fut excavé et 236 corps, incluant probablement les restes de Koga, furent retournés au Japon pour l'enterrement. Le jeune pilote, qui mourut à l'âge de 19 ans, devint un contributeur involontaire à la défaite du Japon. Son appareil parfaitement préservé révéla des secrets qui condamneraient des milliers de ses compatriotes. Le débat historique sur l'importance du Zero d'Akutan continue. Certains historiens soutiennent qu'il fut la capture de renseignements la plus importante de la guerre du Pacifique, plus précieuse que le décryptage de code ou toute autre source. D'autres soutiennent que la victoire américaine était inévitable quoi qu'il arrive, et que la capture du Zero accéléra simplement des tendances déjà en cours. L'historien japonais et général de division de la force aérienne d'autodéfense Masatake Okumiya, qui vola comme officier d'état-major dans la plupart des grandes batailles de porte-avions du Pacifique, déclara que l'acquisition du Zero d'Akutan n'était pas moins grave que la défaite japonaise à Midway. Les secrets du Zero étant révélés aux ingénieurs et pilotes d'essai américains représentaient un échec catastrophique du renseignement dont les conséquences se répercutèrent tout au long des années de guerre restantes. L'as de la chasse. William Leonard appela le Zero capturé un trésor qui déverrouilla tant de secrets à un moment où le besoin était si grand. L'as des Marines Kenneth Walsh attribua aux renseignements provenant du Zero de Koga le fait d'avoir sauvé sa vie plusieurs fois. La connaissance tactique lui permit de survivre à des rencontres précoces qui auraient autrement pu être fatales. La vérité incorpore probablement des éléments de toutes ces perspectives. Le Zero d'Akutan ne fut pas seul responsable de la victoire américaine qui reposait sur la capacité industrielle, le décryptage de code, la guerre sous-marine et de nombreux autres facteurs, mais il fut une pièce cruciale du puzzle, arrivant exactement au bon moment pour influencer les décisions de conception d'appareils et le développement de la doctrine tactique. Sans le Zero d'Akutan, le F-6F aurait quand même été un excellent chasseur.
L'industrie américaine aurait quand même submergé la production du Japon, et la victoire américaine aurait probablement été obtenue. Mais le processus aurait pu prendre plus de temps, coûter plus de vies américaines et impliquer une plus grande incertitude sur la façon de vaincre les capacités du zéro. Le ratio de 19 contre 1 représentait l'aboutissement de multiples facteurs convergeant parfaitement. Une conception d'appareil supérieur qui privilégiait à la fois la performance et la protection du pilote. Une doctrine tactique dérivée de l'étude des capacités et faiblesses de l'ennemi. Une formation qui préparait les pilotes aux réalités du combat. Une production industrielle qui assurait la supériorité numérique. Et de manière cruciale, un renseignement détaillé sur l'arme principale de l'ennemi, obtenu à partir d'un seul exemplaire, presque intact, capturé par hasard dans la nature sauvage des Aléoutiennes. Les militaires américains, qui pilotèrent des F-6F Hellcat pendant la guerre, se réunirent lors de diverses réunions au cours des décennies suivant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup étaient des pilotes de F-6F Hellcat qui avaient dominé les cieux au-dessus du Pacifique, partageant maintenant leurs souvenirs et honorant les camarades tombés. Les orateurs lors de ces rassemblements référençaient à plusieurs reprises le zéro d'Akutan et le renseignement qu'il fournit. Ils parlèrent de la façon dont connaître les faiblesses du zéro leur avait donné confiance au combat. Ils décrivaient l'utilisation de la technique de plongée à haute vitesse et de roulis durs à droite que Sanders avait découverte. Ils expliquaient comment la conception du F-6F incorporait les leçons apprises du chasseur japonais capturé. Les vétérans soulignaient constamment un thème commun. On nous a dit que le zéro était invincible, expliqua un ancien as de la chasse. Nous le croyions parce que nous avions vu ce qu'il pouvait faire à nos appareils lors des premiers combats. Puis nous avons appris ses secrets grâce à l'avion capturé en Alaska. Nous avons appris qu'il ne pouvait pas rouler à haute vitesse. Nous avons appris que son moteur s'arrêtait sous accélération négative. Nous avons appris qu'il était fragile et brûlerait s'il était touché. Et soudain, il n'était plus invincible. C'était juste un autre appareil. Que nous pouvions battre si nous volions intelligemment. Le F-6F nous donna les outils. Le zéro d'Akutan nous donna la connaissance. Ensemble, ils nous donnèrent la victoire. Le F-6F Hellcat resta en service de première ligne jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, étant progressivement complété par le F-4U Corsair à mesure que les problèmes d'appontage de cet appareil furent résolus. Après la guerre, les Hellcats furent rapidement retirés du service de la flotte, remplacés par des jets et des chasseurs à hélice plus modernes. Beaucoup allèrent aux escadrons de réserve où ils servirent jusqu'au début des années 1950. D'autres furent convertis en drones cibles ou mis au rebut. Le dernier Hellcat de la marine fut retiré en 1954, seulement 9 ans après la fin de la guerre. L'obsolescence rapide témoignait de la rapidité avec laquelle la technologie aéronautique progressa pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Un appareil qui était à la pointe de la technologie en 1943 était désespérément dépassé en 1954, incapable de rivaliser avec des jets qui volaient 2 fois plus vite et montaient 3 fois plus rapidement. Mais le record de combat du Hellcat garantissait qu'il ne serait jamais oublié. Des expositions de musées à travers les États-Unis présentent des F-6F préservés, beaucoup restaurés en état de vol. Les foules des spectacles aériens regardent avec admiration les Hellcats vintage se produire, leur son et profil distinctifs, évoquant une époque où l'aviation navale américaine atteignit la domination grâce à une combinaison d'excellence en ingénierie et de brillance tactique. Environ 70 F-6F Hellcat survivent dans des musées et collections privées à travers le monde. 7 restent en état de vol, tous basés aux États-Unis, régulièrement pilotés lors de spectacles aériens et d'événements commémoratifs. Chaque vol est un rappel des 12 000 appareils qui sortirent des chaînes d'assemblage de Grumman, des 34 000 pilotes qui les pilotèrent au combat et des 5 000 avions ennemis qu'ils détruisirent. Le zéro d'Akutan lui-même ne survit que dans des fragments dispersés à travers les musées et dans des milliers de pages de rapports d'essais et d'analyses de renseignements archivés aux archives nationales. Mais son impact sur la guerre du Pacifique dépassa de loin sa présence physique. Un seul appareil capturé par hasard, testé pendant quelques mois et détruit dans un accident,
contribua à la victoire américaine de manière qui ne peuvent jamais être mesurées avec précision, mais ne peuvent jamais être écartées. Le lieutenant-commandant Eddie Sanders, le pilote d'essai qui pilota le premier le Zéro d'Akutan, vécut pour voir le succès au combat du F-6F. Il continua à servir dans divers rôles d'essai et d'évaluation aéronautique tout au long de la guerre, contribuant au programme de développement pour plusieurs types d'appareils. Après la guerre, il prit sa retraite de la marine et travailla dans l'industrie aérospatiale. Son expertise en essai d'appareils étant précieuse dans l'avancement technologique rapide de l'ère d'après-guerre. Il décéda dans les années 1970, ayant été témoin de la transformation complète de l'aviation navale des chasseurs à hélice au jet supersonique. Sanders parla rarement publiquement de son rôle dans les essais du Zéro d'Akutan, le considérant simplement comme une mission parmi tant d'autres dans une carrière consacrée à l'aviation navale. Mais ceux qui servirent avec lui reconnurent l'importance de son travail. Ses vols d'essai minutieux, ses rapports détaillés et ses perspectives analytiques avaient contribué directement à la doctrine tactique américaine et indirectement aux décisions de conception du F-6F. Il était un professionnel discret qui fit son travail superbement à un moment où cela comptait le plus. La leçon plus large de l'histoire du Zéro d'Akutan et du F-6F Hellcat s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les forces militaires modernes dépensent des milliards en collecte de renseignements, analyse technique et évaluation des menaces parce que l'exemple du Zéro d'Akutan prouva à quel point la connaissance détaillée des capacités ennemies peut être précieuse. Chaque appareil ennemi capturé, chaque transfuge qui apporte des informations techniques, chaque source de renseignement qui révèle les faiblesses ennemies est potentiellement un autre Zéro d'Akutan, une clé qui déverrouille des avantages tactiques et technologiques. Comprendre les capacités et les limites de votre ennemi peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Une seule pièce de matériel correctement analysée et exploitée peut influencer la conception de systèmes d'armes, le développement de tactiques et l'issue des batailles. Le Zéro d'Akutan arriva précisément au moment où il pouvait influencer le développement du F-6F. Les vols d'essai de Sanders révélèrent des faiblesses exactement au moment où les pilotes avaient besoin de confiance pour affronter le Zéro. Les leçons tactiques furent distribuées lorsque les programmes de formation pouvaient les incorporer. Un an plus tôt ou plus tard, l'impact aurait pu être minimal. Le timing était parfait et l'Amérique l'exploita pleinement. Le Zéro en 1942 était sans doute le meilleur chasseur de porte-avions au monde, supérieur à bien des égards à tout ce que l'Amérique déployait. Mais la capacité de l'Amérique à produire des milliers de F-6F, à former des dizaines de milliers de pilotes et à soutenir des opérations de combat à travers un océan lui donna des avantages que l'excellence technique du Zéro ne pouvait surmonter. La qualité compte, mais la quantité a une qualité qui lui est propre, surtout lorsqu'elle est combinée avec le renseignement tactique et une doctrine solide. Le F-6F Hellcat et le Zéro d'Akutan représentent deux côtés de cette équation. Le Hellcat était le produit de la puissance industrielle américaine, de la compétence en ingénierie et de la synthèse du renseignement tactique. Le Zéro d'Akutan était le cadeau de la fortune au renseignement américain, un coup de chance qui révéla des informations cruciales sur les capacités de l'ennemi. Ensemble, ils créèrent une combinaison qui s'avéra inarrêtable, transformant l'aviation navale américaine d'une infériorité défensive au début de 1942 à une domination écrasante à la mi-1944. Le jeune pilote japonais qui mourut dans un marécage des Aléoutiennes ne pouvait pas savoir que son chasseur parfaitement préservé contribuerait à la défaite de sa nation. Ses ailiers, espérant qu'il avait survécu, ne pouvaient pas savoir que leur miséricorde, en ne détruisant pas son appareil, condamnerait des milliers de leurs camarades. Les équipes de récupération américaines, luttant dans ce marais d'Alaska, ne pouvaient ni pas savoir qu'elles récupéraient la clé de la supériorité aérienne dans le Pacifique. Et Eddie Sanders, roulant au sol ce Zéro capturé pour son premier vol américain, ne pouvait pas pleinement apprécier que ces vols d'essai influenceraient un chasseur qui aiderait à gagner la guerre. Mais l'histoire est faite de tels moments, quand le hasard et la préparation se croisent, quand la fortune favorise ceux qui sont prêts à l'exploiter,
quand une seule pièce de renseignement arrive exactement au bon moment pour influencer des événements bien au-delà de sa signification apparente. Le Zero d'Akutan fut un tel moment, et le F-6F Hellcat fut son héritage. Un appareil capturé, un pilote d'essai compétent. Un moment dans le temps où le renseignement, la conception et la doctrine tactique convergèrent pour créer un système d'armes qui atteignit un ratio de victoire de 19 contre 1 et balaya l'aviation japonaise des cieux du Pacifique. La transformation de l'aviation navale américaine de perdant à force dominante se produisit grâce à la convergence de la capacité industrielle, de l'excellence en ingénierie, de pilotes compétents et du renseignement. Le Zero d'Akutan révéla que le chasseur japonais apparemment invincible avait des faiblesses exploitables. Le F-6F Hellcat fut conçu et employé pour exploiter ces faiblesses impitoyablement. Lorsque les pilotes américains emmenèrent les F-6F Hellcat au combat, ils emportèrent avec eux non seulement une technologie supérieure, mais une connaissance supérieure. Ils connaissaient les faiblesses Mambo du Zero parce qu'Eddie Sanders les avait découvertes. Ils savaient comment exploiter ces faiblesses parce que la doctrine tactique avait été réécrite sur la base des vols d'essai de Sanders. Ils savaient qu'ils pouvaient en gagner parce que la mystique de l'invincibilité japonaise avait été brisée par des données concrètes provenant de l'appareil capturé. Le ratio de 19 contre 1 était le résultat inévitable, un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque le hasard fournit une opportunité et que la compétence transforme cette opportunité en avantage écrasant. L'histoire de la façon dont le Zero capturé d'un pilote d'essai transforma le F-6F Hellcat en une machine à tuer de 19 contre 1 démontre que la guerre est décidée non seulement par le courage et la puissance de feu, mais par le renseignement, l'adaptation et la capacité d'apprendre de l'ennemi. Le F-6F Hellcat et le Zero d'Akutan écrivirent ensemble un chapitre de l'histoire de l'aviation qui continue de résonner 8 décennies plus tard. La preuve que parfois les plus grandes victoires viennent non par la destruction mais par la compréhension.